Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous vous joignez à nous, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on se rend au marché de Noël de Sainte-Françoise. On se déplace à la mobilisation citoyenne pour la sauvegarde de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Et finalement, on se présente à l'Assemblée générale annuelle de la TCBH. Si tout ce que je vous ai dit a suscité votre intérêt, eh bien, c'est parti pour vos infos TCBH. Tout d'abord, on vous présente le reportage que j'ai pu faire sur le marché de Noël de Sainte-Françoise. C'était les 19 et 20 novembre dernier à la salle communautaire de Sainte-Françoise et j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs des artisans et des marchands. Les 19 et 20 novembre dernier, c'était le marché de Noël de Sainte-Françoise. Et pour vous, je me suis déplacé à la salle Armand Rioux pour rencontrer les quelques marchands qui s'y trouvaient. Bien, aujourd'hui, on a le marché de Noël. C'est organisé justement par la fabrique de Sainte-Françoise. On invite les artisans à venir présenter leurs choses. Puis on invite la population à venir les rencontrer puis à acheter ce qu'ils ont besoin pour le temps des fêtes. On a du tricot, du tissage, produits d'érable, produits du miel. Des pâtés, des tartes, de la peinture, peinture sur bois aussi. Puis on a des produits de gens qui sont des représentants, là. Je vous parle tout de suite des personnes que j'ai pu rencontrer sur place, mais tout d'abord, je dois vous dire que si jamais un de ces artisans-là vous intéresse, ses coordonnées ou la façon de le contacter se trouvent dans le bas de l'écran. En gros, je leur ai tous demandé de me parler de leurs produits, depuis combien d'années est-ce qu'ils font ça, et surtout quelque chose qui m'intéressait vraiment, de savoir pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Alors pour commencer, je vous présente Mme Aline Lévesque de Tricolaine 3 Pistoles. Je fais du tricot, du tissage, un peu de couture. Ça fait depuis combien d'années? Ça fait peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui. Okay. Ça fait combien d'années de participer au marché de Noël de Sainte-Françoise? Peut-être... Sainte-Françoise, ça fait à peu près 4 ans. OK. Vous avez dit que vous en faites d'autres? J'ai fait le marché public de 3 Pistoles. J'ai fait Saint-Jean-de-Dieu. Un petit peu partout, ce que ça se présente, Saint-Cyprien, ceux qui sont près de 3 Pistoles. J'ai demandé à Mme Lévesque qu'est-ce qui l'avait amené à faire ça. Ma mère a toujours fait de l'artisanat. Ma mère a tissé une cinquantaine d'années, peut-être plus. Aujourd'hui, à 88 ans, elle tisse peu. Mais j'en ai appris un peu d'elle. Après ça, mon père, il faisait des bas de laine parce qu'il était malade étant jeune. Il nous a montré des bas de laine, puis ça a continué comme ça. La couture, maman l'a toujours faite. On a continué. J'aime bien ça. Ça passe le temps. Okay. On travaille, puis le soir, bien, en écoutant la TV, on tricote, on tisse. On s'amuse. Vous le savez, lorsqu'on parle de ce type d'artisanat-là, on parle aussi de transmission de savoir, de relève. Eh bien, j'ai demandé à Mme Lévesque si elle avait de la relève. J'ai Mia, ma petite fille, vient souvent faire des marchés avec moi. Elle adore ça. Surtout le marché public, puis Saint-Jean-de-Dieu, elle adore. Parce que c'est pas le même ambiance, puis tout.
Aujourd'hui, elle ne peut pas travailler. Donc, si vous voulez vous procurer les produits de Mme Aline Lévesque, vous pouvez la contacter tout simplement en regardant dans le bottin à 3 pistoles. Par la suite, j'ai rencontré M. Cyril Albert de l'érablière Albert pour qu'il me parle des produits de l'érable qu'il propose. On fait du sirop d'érable, des cornets, du beurre de sucre, des pains de sucre, de la tire. C'est ça qui se vend le plus sur le marché. On fait les kiosques l'été, puis les parties de Noël l'automne. Vous faites ça pour quelle raison? Pour un passe-temps qu'on voulait toujours faire depuis que je suis jeune, que je désirais faire des produits d'érable. Puis il y en a plusieurs casteurs qui font juste le printemps. Ils vendent à la fédération, ça fait que je fais des produits dans toute l'année, pour le plaisir et pour le monde. Je lui ai par la suite demandé s'il était lui-même un grand consommateur des produits de l'érable et puis depuis combien d'années est-ce qu'il faisait ça? Oui, je suis une bébite à sucre. J'ai logé ma cabane en 2019. Puis depuis ce temps-là, on produit, puis ça va très bien. Vous arrêtez plus? On s'amuse. On fait ça pour s'amuser. À présent, je vous présente Mme Hélène Leblanc qui fait déco et peinture. Je recycle comme du bois de mer. Je fais des bateaux. Je fais de la peinture sur du verre. Je fais beaucoup d'affaires de Noël. Des tableaux. La peinture. Je fais ça à longueur de l'année, je fais mes produits, puis je viens ici. J'ai demandé à Mme Leblanc pourquoi est-ce qu'elle faisait ce type d'artisanat-là et aussi combien de temps est-ce que ça lui prenait au quotidien. Ah, pour distraction. Okay. Distraction, rencontrer du monde. Puis, pour le plaisir? Ah oui, pour le plaisir. Okay. Ça passe le temps, là. Okay. Ça peut vous prendre combien de temps dans votre journée faire ça? Ah, ça dépend c'est quoi je fais, là. Il y a des affaires, ça peut prendre 1 heure. D'autres affaires, ça peut me prendre 1 mois à faire, là. Ouais, de la peinture, là. La peinture, tu peux pas faire ça dans une journée. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être est-ce que vous vous demandez comment est-ce que l'inspiration lui vient pour faire ce type d'artisanat-là? Voir un bout de bois traîner comme ça sur le bord de la mer puis de se dire « Hey, je vais faire tel produit ». Eh bien, voici ce qu'elle me répond. Ça vient de même. C'est des idées qui viennent, puis des fois, j'ai un morceau de bois, mais je le fais pas tout de suite. Parce que je ne sais pas quoi faire avec. Ça fait qu'à un moment donné, je le récupère. Okay. Je fais quelque chose. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 6 ans, 7 ans. Ah oui, oui. Vous avez toujours la même flamme autour de vous? Ah, toujours. Toujours. Vous avez pu voir en introduction du reportage Mme Nathalie Allaire, qui est présidente du conseil de fabrique de Sainte-Françoise. Eh bien, j'en ai profité pour lui poser quelques questions également. Entre autres, sur le livre 125 ans de Sainte-Françoise. Oui, c'est un beau livre, en fait, qui raconte vraiment l'histoire de Sainte-Françoise, la fabrique étant à l'origine de la municipalité, donc c'est vraiment l'histoire complète, avec beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations d'époque, c'est bien. Également, j'ai demandé à Mme Allaire de me parler du quilloton de la fabrique de Sainte-Françoise. Oui, encore, on l'a devancé un petit peu. Malheureusement, il a fait extrêmement beau dehors. Fait qu'on n'a pas eu tout à fait le nombre de personnes qu'on aurait espéré, mais toutefois, ça a quand même été assez bien. On a eu une 40aine de personnes. Et finalement, je lui ai demandé de me parler des activités à venir pour la fabrique. Pour l'instant, là, ça va être juste vraiment les côtés liturgiques. On n'a pas d'autres activités prévues de financement. Mais on pense peut-être éventuellement faire un genre de marché du printemps, quelque chose comme ça, qui n'existe pas ailleurs, parce que des marchés de Noël, on commence à en avoir pas mal. Par la suite, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Mme Vicky Bélanger, qui est artiste peintre, pour qu'elle me parle de ses œuvres. Je peinture de l'art animalier en général, là, certains papillons et insectes, mais en général animalier. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 3 ans, je m'en vais vers le 4 ans là, dans pas long, là, que je vais peinturer là, à temps complet. Je peinturais, je dessinais avant, mais vraiment à temps plein, ça fait 3 ans et demi. Okay. Encore une fois, je me suis questionné à savoir depuis combien d'années est-ce qu'elle faisait ça et pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Ah, c'est une passion. Depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je peinture, je dessine sur tout. Que ce soit papier, roche, n'importe quoi, tout ce que je trouvais. Alors, c'est vraiment une passion qui vient de très, très loin, là, depuis mon enfance, que j'ai décidé de reprendre.
Est-ce que tu es capable d'en vivre de ta passion? Je vise 2023 d'en vivre totalement, oui. OK. Oui. Vivre de sa passion en région, vivre de son art en région, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Donc, j'ai posé la question à Mme Bélanger pour savoir comment est-ce qu'elle voit ça. Je crois qu'il faut s'aider par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'Internet, c'est rendu tellement ouvert qu'on peut y aller internationalement. C'est infini. Puis vu que 2023, mon année, je veux commencer à faire aussi des produits dérivés, alors ça va me donner une deuxième source de revenus là, par rapport à mon art. À la fin de notre entrevue, Mme Bélanger m'a parlé des produits à venir pour 2023. Pour le moment, j'ai seulement ceux ici. Mais pour 2023, bien, c'est ça. Là, je veux vraiment aller dans n'importe quoi, un petit peu là, les tasses, ça peut être des rideaux de douche, ça peut être des sacoches. Ça va être vraiment de tout là, qui va être inspiré de mon œuvre que je vais avoir créée et que je vais aller remettre sur le produit dérivé. Je vous présente maintenant Mme Astrid qui nous parle de ses produits. Produits, moi, c'est surtout de la couture. Mon plus fort, c'est la couture. Puis le tricot, je tisse, brode, je fais à peu près de tout. OK. Oui. Je suis créatrice. Pas mal. Pourquoi vous faites ça? Pour mon plaisir, puis rencontrer des gens. Surtout. Oui. Vous faites ça depuis combien d'années? Depuis que je suis petite que je fais ça. Puis je me suis améliorée avec le temps. J'ai suivi des cours un peu. Oui, ça m'a aidé. Du tricot, du tissage, mais aussi du canage. Confiture aux Vous faites des fraises, confitures de fraises, des confitures de framboises, de bleuets. Je fais des œufs salés, de la salsa, de la moutarde, presque C'est tout. vous qui faites ça, là. Tout moi qui fais ça. Et moi, je fonctionne quasiment 24 heures par jour. non, mais hey, moi, je me couche tard puis je me lève de bonne heure. Je cède maintenant la parole à Mme France Gagnon du potager F. Gagnon. Je fais la transformation de confiture, de gelée et de marinade, des herbes salées. Et puis quand j'ai le temps, je fais des petits desserts, du pain, des tartes, des bonfons, des gâteaux. C'est à peu près ça. Vous faites ça depuis combien d'années? 2 ans. Lorsqu'on demande aux artisans, aux commerçants des marchés publics pourquoi est-ce qu'ils font ça, la plupart du temps, ils vont nous répondre que c'est par passion, parce qu'ils aiment ça, parce que ça les occupe. Eh bien, Mme Gagnon m'a répondu quelque chose d'assez original. Dans les légumes et les fruits, c'est pour éviter le gaspillage. Au début, j'étais maraîchère. Puis maintenant, il y a des légumes et des fruits qu'on ne vend pas. J'ai beau en manger, j'ai beau en donner, mais il en reste toujours. Fait que je m'étais dit, bon, on va transformer. Tout ça. Mme Gagnon participe à plusieurs marchés publics. Eh bien, je lui ai demandé depuis combien de temps est-ce qu'elle participait aux marchés publics. Ici, ça fait quand même 3-4 ans que je viens, mais je fais plusieurs marchés publics. Je vais beaucoup dans le Témiscouata et tout, puis je vends à la maison. On termine le reportage un peu comme on l'avait commencé. J'ai demandé à Mme Gagnon de me parler du marché de Noël de Sainte-Françoise de cette année. Il n'y a pas eu grand achalandage, mais c'est convivial, c'est le fun. On est une belle petite gang, puis on rit, puis on a du fun. C'est sûr, ça arrive plus de monde, ça aurait été plus intéressant, mais c'est bien pareil. Cette année, je trouve que c'est comme ça. Il n'y a pas grand monde qui vient dans les marchés. Les années antérieures étaient meilleures, mais on prend ce qui passe. Donc, le marché de Noël de Sainte-Françoise 2022, ça a été pour moi des belles rencontres. Et je tiens à faire un remerciement spécial à tous les artisans, à tous les marchands qui ont confronté leur gêne puis qui ont accepté de faire une entrevue avec moi. Je sais qu'une caméra, c'est assez gênant parfois. Alors, si vous écoutez ce reportage-ci, un grand merci à vous tous. Maintenant, à l'émission, on se dirige du côté de la salle du Conseil de ville de Trois-Pistoles pour l'Assemblée d'information et de mobilisation concernant l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. On parle d'un projet pour sa sauvegarde. Alors, bienvenue à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous ce soir. Je pense qu'il y aura matière à de belles choses.
de bonnes réflexions également. En tout cas, nous, on en est convaincus. Les gens qui interviendront, vous allez voir. Alors, les objectifs, rapidement, de la soirée, de façon très informelle, c'est de rassurer quant à l'avenir de l'Église Notre-Dame-des-Neiges, faire connaître les intentions d'un comité multipartite quant à la préservation et la valorisation de l'Église Notre-Dame-des-Neiges, valider l'intérêt populaire à s'associer et à soutenir un projet audacieux et novateur sur les plans culturels, touristiques, patrimonial et socio-économiques. Redynamiser et consolider les équipes de la fabrique et de la corporation. Donc, ce sont sommairement les objectifs de la soirée que vous allez voir en cours de route. Il y a plusieurs éléments, plusieurs thèmes qui seront abordés également. Alors, déroulement de la rencontre, rapidement, nous aurons quelques interventions, entre autres de la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, de l'agente de développement patrimonial de la MRC des Basques, de la présidente de la fabrique, de l'agent de développement de la SADC des Basques. J'interviendrai également en complément d'information. Nous aurons également l'occasion d'entendre pour une première fois publiquement notre présidence honoraire. Nous vous dirons pourquoi nous avons une présidence honoraire un peu plus tard. Et nous conclurons par une période de questions, période de commentaires, période d'interrogation. Éventuellement, des manifestations d'intérêt, nous le souhaitons également. Alors, sans plus attendre, j'inviterai la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, Mme Edith Montembeault. Notre Église des chantiers à poursuivre, c'est qui, c'est quoi? Bien, c'est nous, je vous présente. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, plus de 3 ans, un comité a été formé à partir des principales forces vives de Trois-Pistoles et de la MRC des Basques. Il y a donc sur ce comité des représentants et représentantes du comité d'embellissement, de la SADC, du CLD, de la ville de Trois-Pistoles, de la MRC des Basques, de la fabrique et de la corporation, vous savez, Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, souvent mieux connue sous le nom de la Corpo. C'est nous. Nous sommes appuyés dans ça par des professionnels et des partenaires des secteurs du tourisme, de la culture, des communications, entre autres, et du financement, bien évidemment, afin d'analyser, développer et mettre en œuvre un projet unique et porteur de développement, comme le disait M. Dionne, Sylvain, de développement socio-économique, culturel et touristique dans la MRC des Basques et toute la région du Bas-Saint-Laurent. Ce projet est en route. Il est déjà en route et il y aura des impacts positifs. Ces impacts sont démontrés par des études de faisabilité et de marché sérieuses qui ont déjà été faites pour toute notre région. Des impacts aux répercussions régionales, provinciales, même nationales. Selon les intervenants régionaux spécialisés de mise en marché et de mise en marché touristique, qui nous le confirment. Alors, nous sommes ici ce soir pour parler d'avenir et d'espoir et vous faire part de notre vision, de nos visées. Nous sommes, tous autant que nous sommes dans ce comité-là, les passionnés qui croient fondamentalement au développement culturel, patrimonial, touristique, économique de l'Église Notre-Dame-des-Neiges. Nous sommes ici pour vous en parler, pour réveiller votre intérêt et susciter votre collaboration à venir nous accompagner dans ça, dans le développement de cette belle vision. Alors, pour vous donner plus de détails là-dessus, j'invite maintenant Mme Amélie Brière de la MRC des Basques. Alors, dans la situation des églises et des fabriques au Québec et dans les Basques, je pense que tout le monde le sait, il y a une diminution de la pratique du culte partout. Il y a une augmentation des fermetures d'églises et des abandons d'églises aussi, donc c'est partout au Québec. On a des démolitions d'églises aussi au Québec. Ici, j'ai mis 3 signes de piastres parce que ça coûte très cher de démolir des églises, surtout quand c'est en pierre. On parle de centaines de mille, 200 000, ça peut aller plus loin. Alors, c'est très onéreux. Puis, on s'entend que c'est pas la façon de développement durable, si on veut faire du développement dans une municipalité, dans une région. Des démolitions, ça se fait encore, il y en a eu plusieurs. Juste en 2021,
des conversions d'églises au Québec, il y en a eu 26. Donc, on parle juste de l'année passée au Québec, c'est 26 églises qui ont été converties en autre chose. Donc, c'est un processus qui, depuis plusieurs années, est enclenché et qui s'accélère aussi. Quand il y a des changements d'usage, donc quand je parle de conversion d'église, c'est vraiment des changements d'usage, ça peut aller dans toutes les directions. Ça peut être avec une seule fonction dans l'église, ça peut être avec le culte, ça peut être avec sans culte, ça peut être avec plusieurs fonctions aussi. Puis déjà dans les Basques, on en a des exemples d'églises qui ont commencé à subir des transformations. Fait que je voulais juste vous montrer quelques exemples parce que c'est pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs options possibles. Lorsqu'on a une église, on a un bâtiment qui est classé ou non, cité ou non, qui est protégé au niveau du patrimoine, il y a quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Fait qu'il n'y a pas juste une recette gagnante, puis il ne faut surtout pas faire du copier-coller lorsqu'on parle d'une église. On ne peut pas copier une recette sur une autre. Chaque église est différente, chaque fonction est différente et chaque intérieur, je pourrais dire, d'une église est différent. On a des petites églises, on a des grosses, donc ça change aussi les possibilités. Juste au niveau dans les Basques, il y a des exemples d'églises multifonctionnelles. Multifonctionnelles, ça veut dire qu'ils ont plusieurs utilités à l'intérieur, avec culte. Donc, il y a Saint-Mathieu de Riou, qui est une église qui est citée. Citée, ça, c'est la municipalité de Saint-Mathieu, qui a dit, nous autres, notre église, on la trouve importante, donc c'est un bien patrimonial cité par la municipalité. Alors, elle est citée, elle est maintenant propriété de la municipalité, elle a été désacralisée. À l'intérieur, il y a une salle multifonctionnelle, il y a une bibliothèque. La fabrique a ses bureaux. Il y a toujours, je dis toujours, elle n'est pas réouverte, parce qu'on finisse les rénovations, donc il n'y a pas eu de lancement encore non plus. Mais il va y avoir aussi des célébrations religieuses. Donc, la fabrique, non, elle n'est plus propriétaire, mais elle va avoir ses bureaux dans l'église et elle va continuer à faire des messes, des célébrations religieuses, des services religieux. Donc, ça continue quand même et de la location. Saint-Jean-de-Dieu, c'est différent. Saint-Jean-de-Dieu, elle n'est pas citée, donc la municipalité n'y a pas donné d'éléments de protection. C'est toujours la fabrique qui est propriétaire, donc elle est non désacralisée. C'est à l'intérieur d'une bibliothèque municipale, eux autres aussi, mais la bibliothèque municipale, elle est louée. En fait, c'est la municipalité qui loue l'espace dans l'église pour y mettre sa bibliothèque. Donc, c'est comme l'inverse de Saint-Mathieu, si on veut. C'est aussi une salle multifonctionnelle parce qu'au sous-sol, il y a des cuisines, il y a plusieurs salles qu'on peut louer. Il y a toujours des célébrations religieuses, évidemment, parce qu'elle n'est pas désacralisée. Et il y a des possibilités de location dans le sous-sol. Je crois qu'il y a des fêtes d'étudiants, les secondaires qui font souvent leurs fêtes-là. Il y a différentes activités qui se passent. À Trois-Pistoles, j'ai mis Trois-Pistoles parce que Trois-Pistoles, c'est déjà pratiquement une église qui est multifonctionnelle. Pourquoi? Bon, on retrouve déjà à Trois-Pistoles des spectacles dans l'église depuis des années et des années. Il y a de la location qui se fait aussi, soit à la salle Vizina ou le marché de Noël qui prend place à l'arrière au sous-sol. Le parc de l'église, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu aussi de rassemblement. Il y a des festivals, il y a la Saint-Jean-Baptiste, il y a des marchés qui se tiennent là, des spectacles. C'est aussi un attrait touristique déjà. Il y a des gens qui vont la visiter, il y a des touristes qui viennent l'été, on la photographie, il y a des visites audio, il y a des expositions. Puis, Trois-Pistoles, elle est classée. C'est quoi la différence entre cité classée? Classée, ça veut dire que c'est le gouvernement du Québec qui considère que c'est un bien patrimonial d'importance. Donc ici, c'est la municipalité. Ici, c'est le gouvernement du Québec. Donc, pour le ministère de la Culture, l'Église de Trois-Pistoles, elle a une valeur nationale. Elle a une portée au niveau du Québec. Donc, c'est une église qui est importante à leurs yeux. Et, on le sait, c'est la fabrique qui est propriétaire, elle est donc non désacralisée. C'est juste pour vous montrer que, peu importe qu'est-ce qui arrive avec un bâtiment, une église, il y a plusieurs possibilités. Puis, il ne faut pas faire du copier-coller, il faut vraiment s'intéresser à c'est quoi vraiment cette église-là, c'est quoi les options qu'on peut mettre à l'intérieur, puis qu'est-ce qui est le mieux, en fonction aussi des lois qui existent, des règlements. Et dans le cas de l'église de Trois-Pistoles, en fonction de son classement. La fabrique, on le disait, donc, elle est propriétaire de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Et effectivement, nous avons des enjeux. D'une part, on m'entend bien? Oui, bon, d'accord. Alors, d'une part, au niveau des ressources humaines,
et d'autre part, les enjeux financiers. Alors, au niveau des ressources humaines, nous avions jusqu'à aujourd'hui 3 mariés qui étaient manquants. Alors, sur une équipe de 6 à la fabrique, nous devons être 6 personnes. Alors, 3 mariés étaient manquants. On nous a présenté, alors les gens ont présenté leur intérêt pour venir joindre notre équipe, c'est bien, mais il nous faut aussi des bénévoles. D'accord? Chaque marguillier devrait être soutenu par une équipe de bénévoles engagés. Là, vous allez me dire, ben, pourquoi? C'est qu'on va vous le présenter dans la deuxième, j'allais dire, voilà, au niveau des sphères de prise en charge des marguilliers. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? On fait des appels d'offres et des contrats d'entretien courant. Alors, on parle, et en passant, je tourne un petit peu à l'arrière, c'est que la fabrique s'occupe et de l'église, et du presbytère, et du cimetière. Donc, on a ces 3 groupes-là. Et donc, nous devons s'occuper, par exemple, on parle de l'appel d'offres, du contrat d'entretien, ben, c'est la conciergerie, c'est le déneigement, par exemple, c'est l'entretien du cimetière. Ce sont des exemples. Surveillance des travaux d'entretien. La mutuelle des fabriques va nous demander, va exiger certains points, par exemple, au niveau des paratonnerres, au niveau des rampes, etc. Alors, on doit vraiment vérifier, et si on n'est pas conforme, on doit s'assurer de la conformité. Restauration d'église du presbytère, je pense que ça va de soi. Les campagnes de financement. Nous avons un personnel administratif qui doit être payé, hein, mais nous avons également tous les contrats qui doivent pas débourser pour leur service. Et finalement, au niveau des communications, autant du site web que des articles Facebook, etc. Alors, au niveau du financement, on parle aussi, un point tout à l'heure, Amélie le mentionnait, avec la baisse de la fréquentation de l'Église, ben, nous avons aussi une baisse au niveau des revenus de capitation et nous avons une hausse, alors baisse des revenus et hausse d'accord, des coûts. Alors, simplement, si vous pensez au coût de chauffage, par exemple. Alors, avec ça, il faut... J'allais dire, il va falloir se démener et avoir des campagnes de financement intéressantes. Un point aussi très, très important pour nous, c'est au niveau de la restauration. Ici, si on regarde ce portrait, c'est comme une photo. Hein? Je vous présente une photo que j'aurais pris des finances pour la restauration au mois de mai, avant le chantier. D'accord? Alors, si on regarde ici, le coût total du projet de restauration extérieure, à partir du carnet de santé 2019, avec un taux d'indexation de 5 là, vous allez me dire tout de suite, c'est pas 5 maintenant. C'est pour ça que je vous dis, je fais une photo, d'accord? Alors, c'est un cliché. Simplement pour vous dire, donc, avec un calcul d'un taux d'indexation, etc., on serait rendu en 2023 à 5 736 000 $ en frais de restauration. Maintenant, c'est beaucoup, mais ce qui nous a porté il y a 3 ans à s'engager dans le projet qu'on va vous présenter dans quelques minutes, c'est que au moins 90 % de ces travaux de restauration-là sont urgents, à court terme. D'accord? Alors, et justement, ben, l'argent ne pousse pas dans les arbres, là. Alors, il faut que nous ayons de l'aide pour ça. Alors, on obtient toujours 80 % parce que nous sommes classés, hein, 80 % du MCC, du ministère de la Culture et des Communications, mais il reste 20 % que la communauté doit investir, d'accord, pour nous aider dans la restauration. Ayant dit cela, notre équipe, lorsqu'on parle de fabrique, on parle, oui, on parle bien entendu Église, mais j'aimerais rappeler aux gens que ce n'est pas nécessaire. Monsieur le curé est là. Ce n'est pas nécessaire d'aller à la messe à tous les dimanches pour venir nous aider. D'accord? C'est ça l'important ici. L'important, c'est de dire, ben, on cherche des gens qui ont de l'initiative, on cherche des gens qui ont un bon sens de l'administration, qui veulent nous donner un coup de main. Et vous êtes bienvenus. On a besoin de vous. Et puis, on est fiers de notre Église. Puis, j'appelle tout le monde à venir nous aider. On s'est causé la tête à savoir, avec la Corpo, la fabrique, les gens de la MRC, la ville, qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter comme élément pour faire de ce monument-là un produit d'appel touristique.
Donc, beaucoup d'emphase au niveau du parc d'église. On parlait d'animation tantôt. Évidemment, les gens, depuis quelques années, se sont réappropriés leur parc d'église. Beaucoup de spectacles pendant l'été, l'hiver aussi, des événements. Donc, les gens sont au rendez-vous, c'est très apprécié. L'origine du projet, c'est tout simple. On avait en 2016 parti ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fête des Lumières, dans le temps des fêtes, tout ça. D'ailleurs, c'est le 3 décembre, vous êtes invités. Marché de Noël, etc. Mais à ce moment-là, on s'avait dit, on va se permettre d'éclairer l'église pendant quelques heures. On a fait des premières éclairages avec Sébastien Penneau, entre autres, à cette époque-là. Et ensuite, on a été un peu plus loin. On s'est dit, tant qu'à y être, est-ce qu'on pourrait pas se permettre d'éclairer notre monument comme les villes éclairent leur monument principal, comme à Québec, c'est le Château Frontenac principalement, qui est l'incontournable. À Paris, chaque ville a son monument symbole, sa statue ou quelque chose qu'ils vont mettre en lumière et qui va faire un peu l'identité culturelle et touristique de la place. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé le projet au départ, qui n'était pas un gros projet. Là. On était plutôt modeste au début. Et il y a plusieurs, quand même, églises de plus en plus, surtout celles qui sont encore vivantes, encore actives. Il y a quand même plusieurs projets actuellement de mise en lumière de ces églises-là, dont l'église à Lac-Mégantic que vous voyez là-dessus, qui ont fait une super belle job là, pour mettre en lumière l'église. Et nous autres, le soir, notre église, notre apostole, comme vous avez remarqué, là, elle tombe dans le noir et elle disparaît. C'est un monument qui n'est pas mis en lumière, qui n'est pas éclairé. C'est là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé avec deux firmes différentes. Avec la ville, là, on s'est financé un petit consultant et une équipe qui est Lumens Pulse, là, qui est quand même une équipe assez chevronnée au niveau des éclairages architecturaux. Et on a commencé à travailler des premiers concepts d'éclairage et aussi des estimés budgétaires. Et notre objectif, ce serait éventuellement, dans les prochaines années, d'éclairer l'extérieur de l'église d'une façon permanente, d'une façon architecturale, et même d'éclairer les clochers et vraiment de faire quelque chose de beau. Ça vous donne une idée de base, mais on pourrait aller vraiment plus loin que ça au niveau de la qualité artistique de cet éclairage-là, la qualité originale, si on peut dire. Mais on estime à ce projet-là à autour de 350 000 $ pour un éclairage permanent. Heureusement, on est rendu avec l'éclairage au DEL, donc la facture d'électricité est moins dure à prendre. Mais on est avec une technologie aujourd'hui, en 2022, super intéressante pour faire ce genre de choses. Et ça reste dans les cartons, ça reste dans le projet qu'on vous présente ce soir. C'est un des volets qui va demeurer. Par contre, avant d'éclairer le monument, il faut s'assurer que tout le monument est bien réparé, que tous les éléments de restauration ont été faits. Il reste encore plusieurs étapes. Comme vous avez vu, il y a la façade qui s'est faite cette année. Ça faisait partie du 6 millions dont Christine parlait tantôt. Ça a coûté pas loin de 600 000, je pense, la façade cette année. Mais là, il reste quand même plusieurs éléments. Restaurer des portes, des vitrines, des fenêtres éventuellement. La toiture aussi, je pense. La toiture, elle a été refaite, mais je pense qu'il y avait une question d'une nouvelle peinture. Voilà. Si je ne me trompe pas, Christine. Oui. Les gens n'aiment pas qu'elle ait un aspect rouillé. Donc, ça aussi, c'est des gros sous. C'est une bonne toiture, mais elle n'apparaît pas. Elle pourrait avoir l'air plus intéressante. Il y a d'autres éléments aussi qui concernent le clocher, le dôme central aussi, éventuellement, il faut qu'il soit fait. Donc, avant d'aller installer des modules d'éclairage, c'est sûr qu'il faudrait procéder à ces travaux-là dans les prochaines années pour l'éclairer. Ça n'empêche pas que la façade est terminée. On peut dire qu'elle est terminée. Donc, on pourrait aussi y aller par phase dans les prochaines années, c'est-à-dire commencer par éclairer ce qu'on peut éclairer. Éventuellement, quand on sera dans le clocher puis dans le dôme, là, on se rendra jusqu'à ce niveau-là. C'est un projet qui pourrait aussi se faire par étapes dans les prochaines années. Pour que ce projet-là puisse se réaliser, il faut que les travaux de restauration soient réalisés. Évidemment, si on veut installer des équipements à caractère permanent, si on veut assurer la pérennité d'un spectacle, si on veut assurer la pérennité de revenus supplémentaires pour l'ensemble du milieu, il faut que ça se fasse de façon séquentielle.
la préservation, la restauration vont nous permettre de produire et de mettre en marché le spectacle. Tout ça est très étroitement lié. Et on travaille présentement à une campagne majeure de financement. Campagne majeure de financement qui va prendre plusieurs formes. Et quelques étapes ont déjà été réalisées. Parce que souvent, on se dit, bon, ben, c'est ça, une campagne majeure de financement s'en vient, mais qu'est-ce qui est fait? Ce qui est déjà fait, c'est qu'on a une étude de marché de faisabilité, ça a été dit. On a un préconcept, vous l'avez vu. Préconcept d'illumination extérieure, intérieure aussi. Mise en place d'un comité de communication et de financement. On a un comité de coordination qui travaille sur le projet, on le disait, depuis 3 ans. On a déjà un plan de campagne à la fois de communication et de recherche de financement qui est prêt à être mis en marche tout bientôt. Dans les actions de communication qui ont été réalisées, également un nouveau site web qui est en place, qui devrait être complété bientôt par une 3e section. Vous voyez, corporation touristique, fabrique et ce qui sera le projet à mettre en valeur, à mettre en évidence. Une image de marque qui a été créée et on a recruté notre coprésidence honoraire en prévision de la campagne majeure de financement. Campagne majeure de financement qui va porter sur 2 aspects importants. Vous avez vu tout à l'heure qu'on doit aller chercher des sous pour permettre la restauration. Il y a 80% du financement qu'on peut aller chercher sous forme de subvention. Ça signifie, et on le disait tout à l'heure, que 20% de la contribution du montant réservé pour la restauration doit venir du milieu. Si on parle de travaux représentant environ 6 millions de dollars, ça veut dire que ça nous laisse 1,5 million à aller chercher dans le milieu. Quand on dit milieu, là, ça ne veut pas dire, en passant, 3 pistoles. Hein? Le milieu, c'est plus large. C'est la MRC des Basques, c'est le Bas-Saint-Laurent, et c'est même un peu plus loin, fonction du projet qu'on veut mettre en place, qui reçoit déjà l'appui d'instances et l'évaluation positive d'instances touristiques qui nous disent ça ne sera pas juste du local, là. Ça va être du national. Et ça peut attirer même une clientèle internationale qui cherche ce type de voyage-là, de découverte, d'édifices religieux, d'édifices patrimoniaux religieux ou religieux patrimoniaux. D'ailleurs, notre coprésidence, ça semble d'ailleurs être une de ses passions. Lorsqu'il part en voyage, je sens qu'il y a un intérêt. En tout cas, c'est ce qu'on a identifié. On saura nous le dire tout à l'heure. Mais déjà en partant, c'est un bon point pour nous. OK, maintenant que c'est restauré, on a trouvé 1,5 million. Parfait. On a avancé. Il faut s'assurer de concevoir, de produire et de présenter le spectacle. Ça veut dire direction technique, ça veut dire création de concept, ça veut dire répétition, ça veut dire test, ça veut dire installation de technologie, ça veut dire l'illumination extérieure de l'église et toute la partie promotion du produit d'appel qu'on veut lancer. Ça va demander autour de 2 millions et un peu plus. Ça fait aussi partie de nos objectifs de la campagne majeure. On a 3,5 millions de dollars à aller chercher. À la fois dans le milieu et à la fois par le biais du programme de subvention, programme de soutien, ça peut être sous différentes formes. Donc, 3,5 millions de dollars, et c'est faisable. Pour les gens qui disent que ça va être compliqué. Souvenez-vous de la campagne majeure du parc du Mont-Saint-Mathieu. Ça a fonctionné. Il y en a eu d'autres qui sont réalisées dans la région à hauteur de 3 millions, 4 millions, 5 millions des campagnes majeures. Donc, ce n'est pas quelque chose d'infaisable, au contraire. Et actuellement, le plan mis en place nous assure pratiquement déjà de l'atteinte. Je pourrais vous dire qu'on a déjà 10% de l'objectif d'amassé dans le privé. Et en termes de financement,
évaluer, si on veut, là, au niveau gouvernemental, au niveau des subventions. On doit être pas loin, en tout cas, on chiffre tranquillement, et on est à 50% à peu près du financement qu'on est à peu près assuré d'aller chercher. Et ça veut dire que là, on est déjà rendu à presque... On va être rendu presque à 60%. Donc, c'est tout à fait réalisable. Ce qui m'amènerait à la suite des choses que je vais laisser. Je pense bien. Non. Non? Vous voulez pas? C'est bien parti. Non, non. On va le On faire. va reparler après. Dans le fond, c'est que quand on démarre un projet comme ça, on a un comité de coordination qui existe, qui est en fonction. On est je vous dirais une dizaine de personnes, là, je fais un chiffron, une dizaine de personnes autour de la table. Chacune et chacun a ses compétences, a son champ d'expertise. La manière dont on va préparer et mettre en place la structure de la campagne de financement, c'est qu'on va avoir un comité, un cabinet de campagne, constitué de personnes qui vont pouvoir être désignées président ou présidente d'une division de dons, qui se constituera son équipe de sollicitation et qui mènera le projet. Donc, ça représente en quelque sorte des façons de s'impliquer dans le projet. Quelqu'un pourrait décider de s'engager dans une équipe de sollicitation. Dire, moi, ça ne me tente pas de diriger l'équipe, mais j'ai des contacts, je suis capable d'aller chercher de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui dit, écoutez, moi, ça ne me tente pas de solliciter, j'aime pas ça. Mais j'ai des contacts, j'ai un réseau de contacts, je peux vous ouvrir des portes. Je vais vous dire qui allez voir. Allez les voir. Comment les contacter? Ça aussi, c'est important. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui aime le projet, qui veut être ambassadeur, ambassadrice, diffuser la bonne nouvelle dans ses réseaux, dans son milieu. Évidemment, on peut être donateur, donatrice, mais avant toute chose. Parce que ce projet-là, une fois en route, il va falloir le gérer. Il va falloir s'assurer qu'il soit pérenne. Une fois les campagnes de financement terminées, le comité aura fait son travail, tout ça, c'est parti. Il faut continuer à gérer le projet. Il faut continuer à le faire vivre. Ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir, au sein des deux organismes à but non lucratif que sont la Fabrique, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, il faut s'assurer d'avoir une équipe. Une équipe, on parlait de Marguillier tout à l'heure, permettez-moi, moi j'appelle ça des administrateurs, des administratrices, parce que dans le fond, c'est ça. Quand on parle de conseil de fabrique, c'est un conseil d'administration. Ça y prend donc des gens avec diverses compétences pour faire le travail, voir à ce que le travail se fasse. Même chose au niveau de la corporation. La corporation actuellement fonctionne. Et en même temps, il y a une relève à préparer. Et c'est le même principe. On cherche qui? Des gens qui vont pouvoir jouer un rôle d'administratrice, d'administrateur pour que le projet fonctionne, continue de fonctionner et se bonifie au fil des ans. On est toujours dans la suite des choses, semble-t-il. Embauche d'une ressource humaine contractuelle pour un poste de 2 ans, décembre 2022, décembre 2024. Cette personne-là va avoir à mettre en place la coordination de la stratégie de communication et de financement de la campagne majeure. Je l'ai dit, la stratégie de communication est déjà prête, est déjà écrite, est déjà prête à être lancée. La stratégie de financement aussi. Maintenant, on a embauché une ressource. C'est fait depuis quelques jours. On a une ressource qui va coordonner l'ensemble de ces mandats. Je vais rester associé à la démarche pendant un certain temps, de concert avec cette personne-là, puisque j'assume avec le comité jusqu'à maintenant toute la portion consultation en communication et recherche de financement. Constitution officielle du cabinet de campagne, ça c'est pour bientôt. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Sollicitation silencieuse, ça aussi. Une fois le cabinet de campagne constitué, on se lance en sollicitation silencieuse. Ce qui veut dire qu'on ne lancera pas la campagne à grand déploiement en partant. On lance une campagne quand elle fonctionne bien. On a réussi à atteindre à 40-50% d'objectifs. Et il y a une raison stratégique à ça. Quand on dit aux gens, écoutez,
on lance notre campagne de financement, on a 50% d'objectifs d'amasser. Ça encourage les gens à contribuer. Et dans ce domaine-là, si on parle de commandites, par exemple, ou de dons corporatifs, il y a des organisations, des entreprises qui vont dire, écoute, mon concurrent a donné. Je peux donner aussi. Puis je ne détesterais pas avoir moi aussi ma visibilité. Mise en place du comité de production artistique et technique, il va falloir passer à produire le spectacle. Ça, c'est une étape qui s'en vient aussi. Pour peut-être un peu plus loin que le démarrage de la campagne de financement et tout ça, mais ça va être pas mal pour bientôt. Ça ne s'étendra pas sur 2-3 ans. On vous a dit que l'objectif est de mettre le spectacle en marche. 2025, à l'été 2025. À présent, la partie dont tout le monde rêvait, l'Assemblée générale annuelle de la TCBH. Je sais que vous attendiez tous après ce compte-rendu de notre Assemblée générale annuelle. Eh bien, on vous présente les grandes lignes de ce qui s'est dit. Donc, ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, AGA de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays, TCBH, tenue au 15 Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Donc, mot de bienvenue, élection du président et du secrétaire de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 septembre 2021, présentation et adoption des états financiers 2021-2022, rapport annuel d'activité 2021-2022, ratification des actes des administrateurs, 8, plan d'action 2022-2023, 9, nomination du vérificateur comptable pour l'année 2022-2023, 10, élection des administrateurs, 11, période des questions, 12, divers, achat de Derry Télécom par Cogeco, c'est pertinent, 13, levée de la rencontre. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va intervertir le point 4 et le point 5. Je vais laisser la parole à Serge Desjardins du groupe Mallette qui va nous faire présenter l'adoption des états financiers. Bonsoir. Donc, on va regarder le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 avril 2022. Donc, avant d'arriver à l'écran, il y a le rapport de mission de compilation. Dans le fond, je résume ça, ça veut dire qu'on a validé les chiffres qui sont dans le rapport financier. C'est conforme à la situation financière de la corporation au 30 avril 2022. C'est daté, c'est signé Mallette en date du 2 août 2022. On va ensuite aller à la page 1 où on a les chiffres que vous voyez à l'écran. Donc, si on regarde ça, vous avez au niveau des revenus, on a des revenus de 115 212 $ au total. Ça comprend la subvention du ministère de la Culture pour 30 423. L'année passée, on avait eu 48 000. Donc, on a eu 18 000 de moins, mais c'est le même montant qu'on avait les années antérieures. Le 18 000, je pense, c'est à cause de la COVID. À cause de la COVID. Bon. Ensuite, vous avez subvention Emploi Québec. On a eu 3 465 cette année. L'année passée, c'était 8 580. Les cartes de membres, il y a eu un peu moins de cotisation de membres cette année, 740 comparativement à 3 410 l'année passée. Vous avez ensuite la contribution de Derry Télécom. Donc, c'est 15 000 $ de contribution comparativement à 10 000 l'année d'avant. Les dons, 20 $. Ensuite, vous avez les revenus de publicité et de production. Donc, c'est passé de 43 600 à 63 288. Il y a une augmentation de 20 000, mais il y a aussi un ajustement qui a été mis là-dedans. Il y a 10 000 $ d'ajustement qu'on a fait cette année pour régulariser le compte de banque. Le compte de banque, il y avait une conciliation bancaire, il y avait des transactions qui traînaient, qui n'avaient pas lieu d'être là. Donc, on a rajusté le compte de banque au bon montant, ce que vous allez voir tantôt dans le bilan. Donc, on s'est ajusté en augmentant les revenus de 10 000 dans le 63 000 que vous voyez. Ensuite, les amortissements des apports apportés afférents aux immobilisations, ça, c'est des subventions qu'on a eu dans le passé pour l'achat d'équipements. On répartit ça sur le nombre d'années de la durée des équipements. Donc, 115 212 de revenus. L'année passée, c'était 117 000. Donc, on est à peu près au même niveau. Au niveau des dépenses, il y a eu un peu moins de dépenses cette année.
80 736 de dépenses comparativement à 98 000 l'année passée. Donc, le principal poste de dépenses, c'est les salaires. Les salaires ont passé de 71 000 à 61 000. On voit une baisse. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a eu une subvention là, pour le projet de numérique. Ouais. Bon. Donc, il y a une subvention qui couvrait des dépenses de salaire, entre autres, pour 23 000. Donc, on est venu diminuer les salaires de la subvention. C'est pour ça que vous voyez le chiffre de salaire moins élevé cette année que l'année passée. Ensuite, vous avez les dépenses d'assurance 715, les cotisations affiliation 137 $, ça c'est maintenu, les droits d'auteur 450, les fournitures de bureaux et papeterie 418, frais de conciergerie, il n'y en a pas eu. Les frais de costume et de décor 237 cette année, 175 l'année passée, les frais de déplacement 475 comparativement à 646. Les frais de livraison, 57 $. Les frais de sous-contractant, 775 comparativement à 770 $. Les intérêts de bancaire, 394 $. Le loyer a augmenté un petit peu. On est à 3 721 comparativement à 3 458 $. Il y a eu des achats de petits équipements de production et informatique. Il y en a eu pour 3 741 $. L'année passée, c'était 8 900 $. Dépenses de publicité, il n'y en a pas eu cette année. Ensuite, vous avez les services professionnels, donc 1634 comparativement à 1280 l'année passée. Ensuite, télécommunications, 665 $ comparativement à 464. Et les amortissements des immobilisations corporelles, donc l'amortissement des équipements de bureau qu'on a, des autres équipements. Donc, des dépenses totales de 80 736. Donc, si on vient soustraire ça de nos revenus de 115 000, on arrive avec un excédent de 34 476 $ cette année. On avait une ligne supplémentaire l'année passée, subvention contre l'urgence, mais cette année, ça c'est. Donc, on poursuit. À la page suivante, vous avez ce qu'on appelle l'évolution de l'actif net. Donc, ça, c'est le surplus accumulé depuis le début de la corporation. Fait que si on regarde juste la troisième colonne de vie totale, on avait l'année passée des excédents de 55 646. On rajoute l'excédent de l'année de 34 000. On a donc un excédent de nos actifs versus nos dettes de 90 122 $. Donc, on est en bonne santé financière. Ensuite, à la page suivante, ça présente justement le détail du 90 000 qu'on vient de voir. Ça se compose de quoi? Bien, vous avez dans les actifs, on avait l'encaisse, donc un compte de banque. On avait 87 570 $. Il faut se souvenir qu'il y a le prêt de 40 000 $ qu'on a eu, de 60 000 qu'on a eu, sur lequel il faut rembourser 40 000 dans l'année qui vient. Ensuite, on avait les comptes clients pour 17 685. Donc, c'est 10 000 de plus que l'année d'avant. Là-dedans, il y a des clients qui nous devaient des sous. Il y a aussi Cogeco. Il y avait un versement de 9 198 $ qui n'était pas encore encaissé au 30 avril. Puis, il y avait un montant qui était à recevoir de Télébasque. Donc, le montant à recevoir est de 2 604 $. Donc, on va faire les comptes clients. Ensuite, vous avez la subvention à recevoir de 8 329. Ça, c'est pour le même projet qu'on parlait tout à l'heure, le projet numérique. Donc, il restait une deuxième tranche qui n'était pas encore encaissée au 30 avril. Ensuite, vous avez les immobilisations corporelles, 34 248. Ça, c'est tous nos équipements. Bon, donc ça, c'est nos actifs. Donc, 147 000 d'actifs. Au niveau de nos dettes, on avait des dettes de fonctionnement pour 6 578. Ça, c'est quoi? C'est des comptes à payer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses, je vais regarder. Là. Il y avait des salaires revenus à la source pour 3 600, puis les taxes à la consommation, 2 423. Ça fait 6 500 $ qu'on avait là, au 30 avril. Produits reportés, il n'y en a plus. L'année passée, on avait eu l'argent d'avance pour le même projet. On l'a utilisé, donc il a disparu. Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice, ça c'est le remboursement en capital sur l'emprunt au CLD. On a un emprunt au CLD qu'on rembourse à chaque année, environ 2 000 $ en capital. C'est ce qui est à faire ou ce qui est déjà fait depuis le 30 avril. Ensuite, vous avez la dette à long terme de 40 000, c'est le prêt COVID. C'est le prêt de 60 000 sur lequel on n'a déjà considéré qu'on avait une subvention de 20 000. Donc, il reste 40 000 à payer
en montant qu'on avec ça d'ici le 31 décembre 2023. Ensuite, apport rapporté afférent aux immobilisations de 1102 $. Ben, ça, c'est des subventions qu'on a eues au fil du temps pour financer des équipements. On vient d'inscrire comme revenu là, à chaque année environ 2000. Donc, au niveau des passifs, c'est 57 000. Donc, la différence avec nos actifs de 147 000 qu'on a en haut, ben, ça nous donne l'actif net, qu'on avait tantôt à la page précédente, de 90 122 $. Ça se répartit entre des valeurs en équipement pour 35 000, puis des valeurs autres, là, comme l'argent et les comptes à recevoir, pour 54 000. Donc, c'est ce que ça vient de présenter de cette page-là. On continue la page suivante. Page suivante, flux de trésorerie, ben, c'est un peu les mouvements de liquidité qu'il y a eu dans l'année. C'est plus important pour des entreprises commerciales là, que pour la vôtre. Le compte de banque n'a pas beaucoup varié dans l'année, parce que si vous regardez la dernière ligne en bas, on avait 96 000 l'année dernière, on a 87 000 cette année. Donc ça a un peu varié. Là. On a remboursé nos dettes, puis ça a varié un petit peu au niveau des comptes à recevoir et comptes à payer, mais sinon ça a pas vraiment varié dans le compte de banque. Ensuite, la page 5, vous avez les notes comptables qu'on a comme à chaque année. La note 3, c'est les valeurs d'équipement. Tantôt, on disait qu'on avait des équipements qui valaient pour 34 000 $, si je prends la troisième colonne. Et vous avez en détail en équipement une valeur on a acheté pour 45 000 historiquement. L'équipement informatique, il y en a pour 5 000. Matériel audiovisuel, 20 000. Donc 76 000, 71 000 au coûtant. Moins d'amortissement qu'on a pris avec le temps, bien, ça donnerait une valeur de 34 248 au 30 avril. Ensuite, vous avez les dettes de fonctionnement, bien, c'est les comptes à payer qu'on avait qui étaient dus au 30 avril, les fournisseurs, les salaires, les revenus de source et tout ça. Ensuite, à la page 6, vous avez la dette à long terme. Donc, tantôt, on a dit qu'on avait deux prêts. On a le prêt du CFD pour 2030 $, donc ça finit. On finit l'année prochaine. En février 2023, ça va être terminé. Alors, plus de dette. Le seul emprunt qui va rester, c'est 40 000 de pré-COVID qui va être à rembourser, comme on a dit tout à l'heure, d'ici un an. Ensuite, la note 6, apport rapporté afférent aux immobilisations, bien, souvent, même pas de subvention rapportée. On vient de réduire un petit peu chaque année, c'est ce qu'on vient de présenter ici. Donc, ça ferait le tour du rapport financier. Donc, l'année quand même au niveau financier positif en termes de résultats de l'année puis en termes de santé financière, on est en bonne santé financière aussi. Donc, plan d'action 2022-2023, donc l'information, ça c'est tel qui a été déposé au MCCQ encore une fois. Vous avez Info TCBH, c'est 32 bulletins d'information annuels réalisés, diffusés, une moyenne contenu reconnu de 60 minutes, par 2 reporters caméramans, donc qui traitent des informations locales et régionales. Dans nos régions, donc, étant donné que la pandémie est élevée, on est allé chercher des images, comme j'ai fait la Grande Virée. Ça nous a donné 6 semaines de programmation. Donc, c'est toutes des émissions comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça dans nos régions. Il n'y a pas de titre en tant que tel. C'est ce qui se passe. Puis on en prend un petit peu pour les informations. On prend des gros points pour les informations TCBH. Mais la totalité, nous, on le passe. Fait que ça nous fait de la programmation. Les gens aiment ça, d'ailleurs. La programmation originale, donc il faut produire au moins 6 émissions de télévision divertissantes reflétant les intérêts de la vie dans les régions des Basques et du Haut-Pays. On veut essayer de l'introduction au bingo en format bimensuel, ça c'est encore un vœu pieux, en plus de la diffusion de la messe et du babillard numérique. Les 6 émissions devraient totaliser au moins 130 heures, si on le répète à chaque année, 130 heures de programmation originale télé par année, sur une période de 32 semaines. Bon, cette année, l'année passée, ça s'appelait Place aux aînés. Maintenant, cette année, ça s'appelle L'Envol. D'ailleurs, c'est Jocelyne qui est coordonnatrice pour L'Envol. C'est à toutes les 2 semaines. On a 16 émissions dans l'année. C'est produit à toutes les 2 semaines. Donc, ça nous fait une émission. Vous êtes des Elohim, ben là, on l'a épuisé. Il y a les messes et les célébrations de la parole tenues à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Ça, c'est en automatique. Ça fonctionne. Et bien sûr, il y a une émission qui nous sauve absolument. C'est l'histoire de qui? Ça vient nous chercher presque la moitié de ce qu'on doit produire par semaine. Ça paraît niaiseux, c'est regardé beaucoup. Et puis finalement, quand on le regarde, c'est pas si niaiseux que ça.
Donc, l'autre point, c'est l'enracinement dans la société et la vie associative, donc la couverture du territoire. C'est qu'on essaie d'avoir au moins de l'information dans 10 municipalités sur les 21 du territoire. Ça, on réussit assez bien. Pas mal. On réussit. Donc, c'est ça. Participation citoyenne, bon, on produit au moins 2 séries de 16 émissions de 30 minutes par année qui est réalisée en collaboration avec des bénévoles. Donc, l'augmentation du nombre de membres, moi, l'année passée, étant donné, je vous en avais parlé, j'ai pensé qu'on pouvait laisser à la communauté là, un an de répit sur les cartes de membres. Les commerces ont écopé pas mal plus que nous autres. Donc, je n'ai pas fait de sollicitation l'année passée, mais je vais recommencer cette année. C'est fini, la pandémie. Participation démocratique et autonome. Ben là, le CA, ben, c'est toujours ça, c'est l'histoire de trouver du CA. Regardez, je marque tout le temps parce que maintenant, ils exigent ça prend de la parité. Essayer d'avoir 2 femmes sur le CA, puis essayer d'avoir le plus grand nombre de municipalités représentées par les membres du CA. Je vais vous dire franchement que quand on a un CA plein, on s'en contente, on s'en félicite. Puis je les explique à chaque année et ils sont compréhensifs au MCCQ. Sauf que ça nous permet, on se met des objectifs atteignables finalement. Donc c'est ce qui met fin au plan d'action. Donc ça me prendrait, est-ce que vous acceptez le plan d'action? Il y aurait une période de questions. Vous avez des questions? Sinon, on pourrait passer, j'ai d'autres choses. Cogeco, je rencontre la fille de Cogeco demain. C'est quelque chose d'intéressant. Cogeco, ils veulent percer vraiment dans les régions. Ils viennent de brancher le rang Bellevue. Ça, c'est ce qui mène à Saint-Médard. Ça veut dire qu'ils vont ajouter Saint-Médard, qui n'avait jamais été ajouté. Ils n'ont jamais eu de câble. Mais c'est ça. Puis là, ils ont branché toute la route qui mène à Saint-Jean-de-Dieu. Puis tous les gros rangs, là, que ça vaut la peine, là, Cogeco envoie de la fibre optique dedans. En plus en plus, on parle de TV régionale, des TV locales, qui est supérieure aux diffuseurs. Il y a peut-être un nouveau tournant de la télévision communautaire. Oui, je croirais, oui. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. C'est ainsi que se conclut l'émission d'information de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on vous a présentés. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou encore une fois des suggestions à nous proposer, on est ouvert. Écrivez-nous sur tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se reparle la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.